Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE animée par Madame Gaëlle Karcher intitulée « Évaluer en classe de FLE ». Nous sommes heureux de faire intervenir Gaëlle pour la première fois pour les éditions Maison des Langues. Laissez-moi juste vous la présenter en insistant sur quelques points remarquables de son parcours. Donc, actuellement, Gaëlle est directrice adjointe du QF de Grenoble. Elle est enseignante et formatrice FLE depuis 20 ans et notamment formatrice de formateurs aux habilitations DALF depuis 2015. Elle a posé un premier pied dans le champ de l'évaluation au Canada il y a 25 ans, quand elle a alors rejoint une équipe de linguistes chevronnés pour concevoir le test de positionnement pour les nouveaux arrivants au Québec. Depuis, le fil de son travail s'est déroulé autour de cette thématique de l'évaluation, notamment à Paris, à la CCIP, où elle était responsable pédagogique du TEF, du test d'évaluation de français, ou encore au Vietnam, où elle était la Madame DELF pendant 2 ans, encore à Grenoble, au QF, où elle a été responsable du pôle évaluation et où elle a formé tous ses collègues à l'habilitation DELF-DALF, au département FLE de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, où elle a été chargée du cours Évaluer les apprentissages pour les Masters 2 didactiques du FLE FLS. Aujourd'hui, donc, elle participe régulièrement à des missions de formation autour de l'évaluation, que ce soit en France ou à l'étranger, auprès des enseignants. Donc, je vous laisse en compagnie de Madame Gaëlle Karcher, avec qui nous allons parler évaluation. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions pendant la session et on se retrouve avec un petit temps d'échange dans environ 50 minutes. À tout à l'heure. Merci, ça y est, j'y vais. Merci Séverine pour cette présentation. Merci beaucoup à la Maison des Langues de m'avoir invitée pour parler d'évaluation. Merci à vous tous, que je ne vois pas du tout, c'est un petit peu déroutant de vous être connectés du monde entier. Alors, je dois prendre le contrôle de l'écran. On va voir si ça marche. Donc, l'évaluation, c'est vaste, aussi vaste que l'enseignement. Et même si on réduit notre champ à l'enseignement du FLE et à l'évaluation des compétences en FLE, évaluation et enseignement sont indissociablement liés. Nous, enseignants, nous devons évaluer nos apprenants. Mais qu'est-ce que ça veut dire évaluer un apprenant? Et évaluer quoi d'ailleurs? Évaluer quand? Évaluer comment? Qui évalue en réalité? Et puis, en fait, pourquoi cette nécessité? Pourquoi on doit évaluer nos apprenants? Est-ce que c'est possible de ne pas évaluer un apprentissage? Beaucoup de questions. Et dans une première partie, je ferai un petit tour d'horizon conceptuel pour mieux cerner les enjeux de l'évaluation des apprentissages en français langue étrangère, avant de passer à une seconde partie plus ancrée dans la réalité de la classe, où je partagerai avec vous des outils concrets d'évaluation, et notamment liés à l'évaluation de la production écrite. Il a fallu faire des choix. Alors, petite précision pour contextualiser mon propos. Ma réalité de classe, la mienne, s'inscrit dans un contexte universitaire. Je suis enseignante et formatrice au QF de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, j'enseigne le FLE à des étudiants internationaux qui sont inscrits dans des cursus universitaires à Grenoble. Et j'interviens aussi dans le département de didactique auprès des étudiants de Master 1 et Master 2 se destinant à l'enseignement du FLE. Donc, mon terrain s'ancre dans cette réalité et les outils d'évaluation que je vais partager avec vous sont reliés à cette réalité-là de terrain aussi. Alors, comme j'aime bien partir des représentations que l'on se fait d'un mot, d'une idée, je voulais commencer… Ah, c'est allé un chouïa trop vite. Elle m'avait dit, ma vie, que ça allait être… ça allait bouger un peu plus vite. Donc, je voulais commencer par un petit sondage pour cerner un peu les différentes représentations de l'évaluation que vous pouvez avoir. Alors, vous êtes nombreux, connectés là derrière l'écran. Vous allez voir dans la diapo suivante 5 images différentes. Et je vais vous demander de choisir l'image qui, pour vous, correspond le mieux à la représentation de l'évaluation que vous faites. Alors,
je vais vous laisser un petit moment pour prendre connaissance des 5 images. Hein, donc, alors, vous pouvez bouger le petit boîtier sondage que Mavi vient d'envoyer pour laisser les 5 images visibles. La première image, c'est les 3 smileys. La deuxième image, hein, le bébé avec le carnet de notes, évaluez-moi, mais pas trop vite, pas tout de suite. La troisième image, c'est le podium avec le trophée. La quatrième image, ce sont les différents animaux qui passent la même épreuve avec la mention suivante. Pour une sélection équitable, tout le monde doit passer le même test. Grimper à cet arbre, s'il vous plaît. Et la cinquième image, c'est le marteau qui écrase la personne disant « outil évaluation, mon œil ». Donc, vous avez quelques secondes, il ne faut pas trop réfléchir, hein, pour sélectionner l'image qui vous convient le mieux. Alors, je ne sais pas trop si c'est normal de rien voir. Ah, si, vous avez voté. Alors, une grande majorité pour la première image, hein, où on a vraiment l'évaluation dans cette idée d'enquête de satisfaction. Mais il y a évidemment d'autres images qui ont été sélectionnées. Bon, ce que j'aime bien avec cette première représentation, c'est effectivement déjà pointer du doigt que derrière ce concept-là, il y a différentes perceptions plus ou moins positives de l'évaluation, jusqu'à l'image numéro 5 assez négative, hein, l'évaluation coup de massue. Alors en général, les résultats peuvent être assez aussi révélateurs de la trace culturelle qui est laissée par le système éducatif. Et selon les pays, hein, d'où on vient, ce n'est pas forcément non plus le même rapport à l'évaluation. Mais chez nous, en France, on a une variable assez commune, c'est qu'enseignants, aujourd'hui, on a tous été élèves avec des souvenirs plus ou moins douloureux liés à nos évaluations scolaires. Je voulais faire un petit détour aussi, un petit rappel étymologique qui est assez significatif. Voilà. Parce que l'étymologie du verbe évaluer nous renseigne sur l'ambiguïté du mot évaluation. Évaluer au XIVe siècle, c'est déterminer la valeur, le prix de quelque chose. Et ça évolue, fin du XVIIIe siècle, vers cette acception de fixer approximativement, alors une quantité, une distance, et puis aussi estimer les qualités, les chances d'une personne. Et au XIXe siècle, il y a cette idée supplémentaire, plus précise, de déterminer une quantité par le calcul. Donc d'emblée, avec le mot, hein, dans ce mot-là, se mêle, il y a une dimension subjective, apprécier, estimer, on porte un jugement sur la valeur, et évaluer signifie juger, le souci éthique surgit d'emblée. Et à cette dimension-là se mêle une dimension plus objective, presque mathématique. C'est fixé approximativement, puis calculé plus précisément. Donc, en tout cas, cette seconde acception positionne mieux le jugement à l'intérieur de l'évaluation. Pour nous, enseignants de FLE, évaluer. Évaluer, c'est donner une valeur. C'est donner une valeur à une réalité donnée. Et je vais vous proposer d'illustrer concrètement l'acte d'évaluation à travers une petite expérience collective qui s'appelle le test de la cafetière. Alors, ce test-là, je le dois à ma chère collègue Roselyne Roche, qui est partie à la retraite maintenant depuis quelques années. Ce test consiste à simuler, vous êtes jury d'une épreuve de français de spécialité. L'épreuve consiste à faire du café avec une cafetière filtre. Le candidat qui passe cette épreuve dispose d'une cafetière,
d'un filtre, d'une prise de café et d'eau. Le candidat se lance dans la tâche. Il met le filtre, il met le café dans le filtre, il met l'eau dans le réservoir. Tout est parfait. Sauf qu'il oublie de brancher la machine. Attention, quelle note sur 20 lui mettez-vous? Le sondage qui va arriver vous propose 4 notes. À vous de répondre. Première réaction, hein, l'évaluation n'est pas une science exacte. Alors, c'est intéressant de voir que, effectivement, certains ont mis 0 sur 20, d'autres 20 sur 20. Donc, vous voyez là, on est quand même dans un écart maximum. Alors après, la question, en fait, avec ce petit test, c'est de savoir qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on évalue? On évalue le résultat, on évalue le processus. Ici, l'épreuve, c'était de mesurer, c'était de voir si le candidat était supposé capable de savoir faire du café. Mais on est d'accord que la performance de faire du café n'est pas réalisée puisqu'il a oublié de brancher la machine. Et combien ça vaut? Eh bien, si j'interprète les résultats, pour certains, avoir branché la machine vaut la moitié des points. 5 points, puisqu'il y en a qui ont mis 10, d'autres 15, d'autres 1 point, d'autres tous les points. Bref, ce petit test, c'est juste pour vous montrer la nécessité d'avoir des critères et de réfléchir à la pondération de chaque critère. La pondération, c'est le poids qui est donné à chaque critère. Donc ça, on reviendra concrètement aussi sur ces histoires de critères d'évaluation, de grilles d'évaluation dans la deuxième partie. Mais là, ça me permet d'enchaîner sur simplement montrer que pour un enseignant, évaluer, c'est se poser 4 questions et c'est faire l'aller-retour entre ces questions-là. C'est d'abord se dire qu'est-ce que je donne à faire? C'est une histoire de prescription. Donc, avec mon test de la cafetière, c'est qu'est-ce que je donne à faire? Faire du café. Ensuite, c'est qu'est-ce que je demande pour le faire? C'est une histoire de consigne. C'est hyper important aussi, ça, dans l'outil d'évaluation qu'on va mettre en place. Parce que parfois, on va avoir des consignes incompréhensibles. Donc, en tout cas, ça fait partie de tout ce processus-là. Ensuite, c'est se poser la question, qu'est-ce que je trouve à l'issue de la tâche? Dans mon test de la cafetière, c'est, je trouve quoi? Tout est OK, sauf qu'on n'a pas de café à boire, parce qu'il a oublié de penser à brancher la cafetière. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que j'exige? C'est tout ce processus-là aussi qui connecte l'évaluation. Qu'est-ce que j'exige dans ce test-là? C'était faire quelques tâches qui conduisent à la performance de faire du café. Et j'ai des critères qui valent 5 points chaque, si j'en fais 4 par exemple. Ou j'exige de réaliser la performance. Et en tant que jury, je veux boire un café chaud. Bref, en tout cas, simplement pour illustrer que l'enseignant évaluateur n'est pas un simple observateur qui dit comment sont les choses. Et ce n'est pas non plus un simple prescripteur qui dit comment elles devraient être, mais c'est vraiment ce médiateur qui fait le lien entre l'un et l'autre. Dans tous les cas, évaluer, c'est se poser des questions et pas toujours avoir des réponses. Et dans la partie suivante, on va s'interroger de plus près sur les fonctions et les outils de l'évaluation dans l'enseignement-apprentissage du FLE. Ah, la partie suivante ne veut pas venir. La voilà. Alors, pourquoi on évalue des apprentissages? À quel moment faut-il le faire? Qui évalue qui d'ailleurs? Que mesure-t-on? Et comment on le mesure? Petit tour d'horizon conceptuel pour répondre à ces questions. Alors, qui évalue qui? On est d'accord, l'enseignant évalue les étudiants. Mais
on est d'accord aussi, les étudiants entre eux s'évaluent. On peut parler d'évaluation par les pairs, de co-évaluation. Il y a aussi l'étudiant qui s'évalue lui-même. C'est une histoire d'auto-évaluation, avec des outils qui existent aussi, qui sont développés, le portfolio. Mais il y a aussi le degré de l'institution. L'institution évalue aussi l'enseignant. Bref, de toutes les façons, on est aussi dans un monde où tout le monde évalue tout le monde. Et toute notre vie, on s'évalue, on est en permanence, sous le regard de l'autre, quand on regarde les choses vraiment de façon très large. Et pourquoi on évalue? Pour se situer par rapport à un objectif, par rapport à un groupe, parce qu'on nous oblige à évaluer, encore une histoire de contraintes de société. La question, c'est aussi de se demander l'enseignement du FLE dépend de l'évaluation ou l'évaluation dépend de l'enseignement. C'est pas si clair. Et les certifications DELF-DALF du FLE sont un exemple assez édifiant parce qu'aujourd'hui, on voit que toutes les méthodes de FLE, d'enseignement du FLE, sont organisées en fonction des épreuves DELF-DALF. Les unités sont souvent tendues vers cet objectif, préparer l'épreuve du DELF. Dans tous les cas, la question du pourquoi on évalue, elle est indissociable de la question du quand. À quel moment faut-il évaluer l'apprenant? Et c'est assez important aussi de l'avoir bien à l'esprit parce que selon le moment de l'apprentissage, la fonction de l'évaluation sera différente. J'ai un groupe d'étudiants qui arrivent au QF. Le QF, c'est le centre à l'Université de Grenoble, pour suivre un cours d'un mois, intensif. Quand l'enseignant va-t-il l'évaluer? Avant de commencer les cours? Pendant les cours? À la fin du cycle? Tout ça en même temps. L'évaluation est permanente, mais elle n'est pas forcément formalisée. Est-ce qu'il faut évaluer l'apprenant? À quel moment il faut évaluer l'apprenant pour vérifier que les apprentissages sont acquis? Est-ce qu'il faut le faire forcément à la fin de l'apprentissage? Ma question induit la réponse. Non, évidemment, non. Dans tous les cas, petit rappel sur la typologie classique, où il y a 3 types d'évaluations qui sont posées selon le moment de l'apprentissage. Vous avez l'évaluation prédictive, qui est dans une évaluation initiale qui permet d'évaluer le potentiel d'apprentissage avant le début d'une formation. L'évaluation dite formative, qui évalue pendant l'apprentissage les savoirs en cours d'acquisition. C'est l'évaluation continue. Et vous avez l'évaluation dite sommative. Sommative parce qu'elle évalue la somme de tout ce que je sais ou suis censé savoir à l'issue de l'apprentissage. C'est l'évaluation terminale. Et à chaque type d'évaluation va correspondre une fonction principale. Et nous, enseignants dans la classe, on peut très bien tisser les 3. L'évaluation, la fonction principale, après il va y avoir des fonctions annexes, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Et puis là, je vous reparle juste d'une typologie vraiment très classique. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus étayées, plus élaborées, mais ce n'est pas l'objet là de l'intervention. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez venir au QF à l'université d'été. Il y a des stages qui sont organisés une semaine complète sur ces problématiques-là. Alors, pour l'évaluation prédictive, la fonction principale, c'est vraiment d'orienter le candidat, l'apprenant, l'orienter vers un apprentissage adapté à ses besoins. La fonction principale de l'évaluation formative, c'est réguler l'enseignement pour revenir en arrière, réviser, ralentir, accélérer, etc. Et l'évaluation sommative, en tout cas dans la fonction principale, c'est certifier, valider des acquis, etc. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit aussi, vraiment, c'est les différentes fonctions de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue? Quand on évalue des apprentissages, que mesure-t-on? Des aptitudes. Alors, l'aptitude, c'est la capacité supposée. Ça correspond au potentiel d'apprentissage. On évalue des capacités. Alors, des capacités à mener à bien les actes requis par la vie quotidienne, des situations sociales en classe, ce qu'on peut appeler aussi par ailleurs des savoir-faire. Ça peut être aussi des capacités
de prise de distance, d'ouverture, ce qu'on peut nommer aussi le savoir-être, des capacités à observer des nouvelles expériences, à intégrer des nouvelles connaissances, ce qu'on peut appeler le savoir-apprendre. On évalue des connaissances. Alors, on est ici dans l'enseignement du FLE, donc des connaissances linguistiques, lexicales, grammaticales, phonologiques, etc. On évalue des savoirs. Alors, les savoirs, c'est plutôt la culture générale, la connaissance du monde fondée sur l'expérience. Pour l'enseignant, ce qui est en jeu, quand il évalue une compétence dans une activité langagière, c'est qu'il évalue l'ensemble complexe de ces différentes ressources mises en synergie. Évaluer la production orale d'un apprenant, par exemple, c'est mesurer pour un niveau donné les connaissances linguistiques, les savoir-faire acquis lors d'expériences antérieures, ainsi que des aptitudes, comme la capacité à s'adapter à la situation de communication, à développer des stratégies compensatoires. Donc, évaluer une compétence, ce n'est pas simple. J'aime bien cette définition très claire de Pernoud, qui commence à dater un peu, mais qui, moi, me convient très bien dans, justement, quand on me dit d'évaluer une compétence. Une compétence, c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir. Et dans tous les cas, c'est cette mise en synergie de tout ce qu'on a vu précédemment. Lui nomme la compétence, c'est la capacité d'agir efficacement dans un type défini de situation, capacité qui s'appuie sur des connaissances, mais ne s'y réduit pas. Et dans tous les cas, ce qu'on doit aussi savoir, c'est qu'on ne peut évaluer la compétence qu'à travers la performance. Et la performance, ici, c'est vraiment une notion neutre qui signifie une action observable. La compétence se réalise dans une action. Si je reviens sur mon test de cafetière, je ne peux évaluer la compétence de faire du café que si le candidat réalise la performance faire du café. S'il me dit « je sais faire du café », très bien, mais je ne sais pas s'il est compétent. Montre-moi. J'ai besoin. La compétence se mesure à travers la performance. Alors, c'est terrible, effectivement, puisque en général, souvent, la performance est rarement à la hauteur de sa compétence. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi être performant dans notre société induit beaucoup de stress. Et j'arrive au dernier point important de cette partie, c'est comment on évalue les apprentissages. Donc, c'est des histoires d'outils et c'est des histoires de qualité d'outils d'évaluation. Donc là, je vais aller très vite aussi. On pourrait rester des heures rien que sur cette diapositive, mais là, c'est pour faire un petit tour d'horizon rapide. Dans les outils, on a ce qu'on appelle, vous le savez, des outils fermés, ceux dont les réponses peuvent généralement se mesurer en juste ou faux, QCM, questionnaire à réponse ouverte mais courte, ou des outils ouverts qui mettent en œuvre des objectifs plus complexes, et ce sont des outils dont les réponses s'apprécient, s'interprètent, comme un essai argumenté, une synthèse, une dissertation. Donc évidemment, selon l'outil choisi pour évaluer une compétence, d'un test QCM à un essai argumenté, par exemple, l'instrument d'évaluation, il va osciller entre une mesure précise et une appréciation. Deuxième point important pour parler de comment on évalue, c'est la qualité de ces instruments d'évaluation. Alors, c'est la même chose, je vais aller assez vite. Il y en a beaucoup des qualités, mais je vais simplement insister sur deux qualités qui sont importantes pour l'enseignant quand il veut créer des tests dans sa classe, même si ça n'a pas du tout d'enjeu certificatif. Je vais m'attarder sur l'objectivité et la validité d'un instrument d'évaluation. Alors, l'objectivité d'un test, qu'est-ce que c'est ? Ça renvoie, c'est un petit clin d'œil à l'image de la diapo numéro 2, l'image 3 avec les animaux là, qui passaient le même test, c'est l'équité. Donc, un test est dit objectif quand les conditions de passation sont identiques pour tous et quand l'interprétation des résultats ne prête pas à variation. Peut-on vraiment évaluer de façon objective ? C'est une histoire d'outils, évidemment. Quand l'outil est ouvert, la dimension subjective est inévitablement en jeu.
Déjà, en tant qu'enseignant, on peut essayer de la réduire, cette part subjective, en prenant conscience de la part subjective. Mais après, il y a quand même des outils aussi pour réduire la subjectivité, notamment les grilles critériées. Mais même avec des grilles très détaillées, il va y avoir des écarts de notes problématiques. Quand l'outil est fermé, l'objectivité de la notation est, certes, plus fiable. Mais est-ce qu'on a vraiment évalué la compétence de l'apprenant? Je vous donne l'exemple d'un test de compréhension écrite qui repose sur un QCM. Mon étudiant obtient 10 sur 10. Mais est-ce que j'ai vraiment vérifié qu'il avait compris le texte? S'il a coché les réponses au hasard? Ou si mon questionnaire n'est composé que de questions très générales, aucune question de compréhension détaillée? Comment je peux mesurer sa capacité à comprendre en détail certaines informations? Ou si j'ai un niveau expérimenté, je suis en niveau C1, c'est un test de niveau C1, mais mon QCM ne propose aucune question d'inférence. Comment est-ce que je peux établir un diagnostic fiable de la compétence attendue à ce niveau? Bref, l'objectivité absolue est une illusion dans le domaine de l'évaluation des acquis. Et dans tous les cas, il faut encadrer et objectiver la subjectivité de l'acte d'évaluer. La deuxième qualité que je voulais un petit peu illustrer dans cette première partie, c'est la validité. La validité d'un instrument d'évaluation. Pour être pertinent, un test doit être valide, c'est-à-dire qu'il doit mesurer exactement et exclusivement ce qu'il est censé mesurer. Ce n'est pas si facile que ça. C'est inévitablement relatif à l'objectif du test. Si un test de compréhension orale mesure seulement la compréhension orale et rien d'autre, il est valide. Il doit vraiment y avoir congruence entre les items et l'objectif mesuré. Je vous donne un exemple. Si en classe, je mets en place un test de compréhension orale pour un niveau A2, avec une question qui est posée de façon très compliquée, très alambiquée. L'étudiant n'a pas répondu. Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas compris la question posée? Du coup, on n'évaluait pas la compréhension orale, mais la compréhension écrite. La question était beaucoup trop compliquée à comprendre. Ou est-ce qu'il a compris la question, mais il n'a pas compris l'information entendue? C'était bien l'objectif du test. Sauf que, comme il n'a pas répondu, eh ben, je ne peux pas savoir ce qu'il ignore, parce que mon test n'était pas valide. J'ai une petite diapo qui illustre ce concept de manière très concrète. Je suis dans une classe avec un groupe de niveau A1. J'ai travaillé sur le lexique des vêtements. À la fin de la séance, j'organise un petit test pour vérifier que le lexique est acquis. La consigne donnée est « écoutez le prix et dites à quel vêtement cela correspond ». J'ai un problème de validité avec ce test. Parce que si l'étudiant ne répond pas, je ne peux pas savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le vocabulaire du vêtement ou parce qu'il ne connaît pas les nombres. L'objectif visé par ce test n'est pas évalué. Le test n'est pas valide. Pour conclure cette première partie, l'évaluation, eh bien, c'est aussi les limites de l'évaluation, les limites des outils d'évaluation. La conception d'un test, elle est exigeante. Pour le rendre fiable, il ne faut pas non plus perdre de vue que l'outil d'évaluation reste un outil avec ses limites. Je ne vais pas revenir sur le fait que le QCM est une méthode d'évaluation qui garantit l'objectivité des résultats, mais à quel prix? Et il y a la deuxième limite concerne aussi l'évaluateur. Il y a la limite de l'outil d'évaluation, mais il y a la limite de l'évaluateur aussi. Quel facteur perturbe l'objectivité du correcteur, de l'examinateur? La fatigue, les conditions de correction, le favoritisme. C'est ce qu'on appelle les critères parasites de l'évaluation.
Tagliante, dans l'évaluation LCECR de 2005, a détaillé tous ces critères-là. Et si vous avez suivi des formations à l'habilitation correcteur-examinateur du DELF-DALF, c'est des choses qu'on détaille et qu'on étaye pour justement le rôle de l'examinateur. Mais même si on ne fait pas passer des épreuves de DELF-DALF, dans sa classe de FLE, évaluer ses apprenants, on est aussi soumis à ces critères parasites. Donc, je vais rapidement faire le tour de ces différents critères. On parle de l'écart type. Premier critère parasite. L'écart type, c'est la fourchette de l'enseignant. Si je vais dans la salle des profs et que je pose la question, tiens, dis-moi sur 20, toi, quelle est ta note maximum? J'ai des chances d'avoir des réponses différentes. Il y en a qui vont me dire, ah ben moi, ma note maximum sur 20, c'est 18. Je ne mets jamais au-dessus. Puis d'autres vont dire, ben moi, je mets 20, pas de problème, je mets 20. Même chose pour la note minimum. Sur une notation de 0 à 20, quelle est ta note minimum? J'ai des collègues qui vont répondre « Ah, moi, je ne peux pas mettre 0. Donc, ma note minimum, ça va être 2. » Et puis, l'autre collègue va répondre « Oh non, moi, je mets 4. Pourquoi? Parce que… » C'est l'écart type. Le deuxième critère parasite, c'est l'effet de contraste. Prenons l'exemple d'une copie que vous corrigez. C'est une copie moyenne. Si vous la corrigez juste après une excellente copie, il va y avoir une petite influence, peut-être, sur votre note. Et de la même façon, si elle est corrigée, cette copie moyenne, après une copie mauvaise, peut-être qu'elle va obtenir une meilleure note. C'est l'effet de contraste. L'effet d'ordre, c'est, si je reprends cet exemple-là d'une correction de production écrite, on peut être, selon l'évaluateur, plus sévère à la fin d'une série de copies qu'au début, ou inversement. Plus sévère au début, puis après détendre un peu les choses. En tout cas, la note dépend de la place de la copie dans le paquet. Et ça, c'est un critère parasite. L'effet de stéréotypie. L'effet de stéréotypie, c'est une histoire de référence quand on connaît un candidat sur tout un parcours de formation, s'il a eu des bonnes notes, par exemple, au premier trimestre, et puis qu'on poursuit avec lui l'évaluation au deuxième trimestre, on va avoir du mal à le noter différemment. C'est aussi le problème des mauvais dossiers scolaires qui peuvent influencer l'appréciation à une épreuve. Et c'est une réelle problématique quand on doit évaluer un candidat dans un examen avec un enjeu certificatif, quand on doit évaluer un candidat qu'on connaît, parce qu'on l'a eu en cours. Vous avez peut-être tous été déjà confrontés à ces situations, mais c'est très, très, très difficile de se départir de ce critère-là parasite à ce moment-là. Mais pour l'équité, c'est un problème. L'effet de halo. Alors, le halo, vous savez, c'est l'auréole lumineuse, l'éclat qui peut émaner ou pas d'un apprenant. Et c'est par exemple une épreuve orale, un étudiant chaleureux qui entre en disant bonjour, très souriant, peut-être qu'il va être mieux noté que l'étudiant tout timide, qui fait la tête, qui ne vous dit pas bonjour. C'est l'effet de halo. Et c'est un critère parasite, c'est humain. Ça peut arriver à tout le monde. La frontière est mince entre le préjugé, le jugement et l'évaluation d'un critère observable. Le critère parasite variable choc, ça peut être une variable négative ou positive. C'est, pour l'illustrer, c'est par exemple un mot soutenu au milieu d'un exposé laborieux, pourrait influencer le jugement. Ou alors, à l'inverse, une grave erreur de morphosyntaxe au milieu d'un discours fluide. Tout d'un coup, vous allez saquer la note. Alors que, quand on regarde les choses de façon plus objective, il n'y en avait qu'une de grave erreur de morphosyntaxe. La variable choc. Et la variable de débordement, pour terminer, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si je reprends mes histoires de copie, la copie n'est pas inintéressante. On a toléré les fautes d'orthographe, la mauvaise ponctuation, c'est un peu difficile à lire, mais ça va. Puis, inexplicablement, goutte d'eau, la 20e majuscule, qui n'est pas présente après le point, fait déborder le vase et la note va en pâtir. C'est la variable de débordement.
Alors, si je vous avais en face de moi, hein, je pourrais voir, en regardant vos réactions, que voilà, on est tous soumis à ces critères parasites, hein. C'est déjà pas mal d'en avoir conscience. L'évaluation, c'est complexe. L'acte évaluatif s'inscrit dans cette tension objectivité-subjectivité. Alors, comment on la gère? Comment on gère l'évaluation dans sa classe de FLE? Est-ce qu'on peut ne pas évaluer un apprentissage, ou en tout cas ne pas évaluer sans tension? Donc là, c'est un petit clin d'œil, hein, au tuto d'Amandine Kettel. En tout cas, dans cette partie, je vais plutôt focaliser, d'ailleurs je vais regarder l'heure, non? Je vais plutôt focaliser sur l'évaluation formative, qui est indissociablement liée à la notion d'objectif d'apprentissage. Et là, je vais vous mettre une petite citation de Tagliante. On évalue en classe pour vérifier les acquis, pour réguler son enseignement. Ce qu'elle dit, c'est qu'aucun processus d'évaluation n'a de sens indépendamment des objectifs d'apprentissage visés. Réciproquement, un objectif n'existe véritablement que s'il inclut dans sa description même ses modes d'évaluation. Peut-on ne pas évaluer un apprentissage? Non. Mais ce n'est pas forcément formalisé. Et puis, on n'est pas obligé d'évaluer en tension. Dans tous les cas, évaluer en classe, c'est aussi se poser 1000 questions. Donc là, vous allez voir apparaître plein de questions. À quel moment de l'apprentissage on évalue? Pendant une séquence, à la fin? Quelle compétence est évaluée? Quelles tâches évaluatives on met en place? Le test d'évaluation, test au sens large, c'est toute activité conçue pour évaluer. Quel niveau? C'est forcément relié à un niveau. On évalue les compétences à différents stades d'apprentissage. Ça présuppose évidemment pour l'enseignant de FLE de connaître le cadre, le CECR, et les descripteurs de niveau de compétences. Quel objectif? Quel niveau, quel objectif, Tagliante, je ressouligne ce qu'a dit Tagliante, la tâche évaluative est forcément reliée à un objectif d'apprentissage. Quelle modalité? Quelle modalité on met en place? Un devoir maison, un travail individuel en classe, un travail collectif? Quelle modalité aussi pour le retour sur le travail fait? Une évaluation par les pairs, la coévaluation, une auto-évaluation, une évaluation par le prof? Point d'interrogation. Les critères d'évaluation, on va revenir dessus, vous allez voir, mais voilà, il n'y a pas que les compétences linguistiques à évaluer. En tout cas, c'est inévitablement connecté aussi à la tâche évaluative, aux objectifs et au niveau visé. Faut-il tout corriger? Alors, c'est relié aux exigences du niveau de compétence. On va parler aussi un peu plus tard de cette notion de faute ou d'erreur. Et dans tous les cas, encore une fois, c'est renvoyé aux objectifs de la tâche évaluative. Et puis, c'est en lien aussi avec une réalité de terrain. Quand on a une classe de 10 ou de 30 élèves, ça peut un petit peu orienter notre choix. Faut-il noter? Note ou pas note? C'est un dosage savant entre une évaluation justement sans tension et une évaluation institutionnelle. A priori, on l'a tous expérimenté, rendre un devoir noté sur 20, c'est a priori plus délicat pour l'apprenant, mais pour l'enseignant aussi, qu'un devoir assorti d'un émoticône. Mais quand l'institution nous réclame de rendre des notes, ou même que l'étudiant qui s'inscrit dans un cursus veut des notes, on doit les rendre, ces notes. Et autre question aussi, c'est pourquoi l'apprenant refait les mêmes erreurs? Là, c'est l'art et la manière de remédier plutôt que de corriger. Et on verra aussi dans les dernières diapositives que motiver la révision du texte, en tout cas pour l'évaluation de la production écrite, c'est fondamental. Donc, je vais vous proposer un petit zoom sur des pratiques d'évaluation de la production écrite, puisque je ne peux pas tout faire, qui permettront d'apporter un éclairage à ces différentes questions. Donc là, je suis évaluée en classe et évaluer quelles compétences la production écrite. Le prérequis nécessaire, c'est de connaître les exigences du CECR. Qu'est-ce qui est attendu dans cette compétence à ce niveau-là? Les descripteurs de compétences sont à connaître, à maîtriser et
Après, il faut partager la perception qu'on a, l'interprétation qu'on a de ces niveaux. J'aborderai aussi les pratiques de correction et le rapport aux fautes. Donc, pour se rendre compte de ce qu'on est en droit d'attendre des apprenants, pour leur proposer des exercices de production écrite adéquats, mais aussi pour mesurer les exigences, il faut connaître ces 6 niveaux du CECR. En tant qu'évaluateur, on ne se réfère pas à une norme absolue qui serait l'écrit idéal sans faute, mais à une norme qui prend en compte les stades de l'apprentissage. Alors, petit sondage juste pour voir. On est sur des extraits de la grille d'auto-évaluation du CECR. Quel est le niveau d'écrit? Donc, si la boîte cache le descripteur, vous pouvez la déplacer. Alors, c'est du A2 ou du B1? Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m'intéressent personnellement. Je peux écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions. À vous la main, vous avez 5 secondes. C'est du A2 ou du B1? Et bien voilà, c'est pas si évident. Alors, on est bien dans un descripteur pour la capacité sur la compétence production écrite niveau B1. Le descripteur A2 dit « Je peux écrire des notes et messages simples et courts ». Là, on a déjà l'indicateur d'une organisation textuelle avec le texte simple et cohérent qui est fait passer sur la marche supérieure. Et le A2 dit « Je peux écrire une lettre personnelle très simple ». Par exemple, de remerciements. Donc, on était dans du B1. Vous avez une autre chance avec la diapo suivante pour voir si vous arrivez à vous positionner tous sur le même niveau. Ah non, je dois retaper dedans. Voilà. C'est du B2 ou du C1? Je peux m'exprimer dans un texte clair et bien structuré et développer mon point de vue. Je peux écrire sur des sujets complexes dans une lettre, un essai ou un rapport, en soulignant les points que je juge importants. Je peux adopter un style adapté au destinataire. B2 ou C1? La majorité a raison. C'est du niveau C1. Là, ici, il y a des indicateurs clés de ce niveau. On peut adapter le style au destinataire. On peut agir sur celui qui nous lit ou celui qui nous écoute. Et puis, il y a, développer mon point de vue, mais il y a cette capacité aussi à vraiment souligner des points. Le B2, le descripteur, c'est je peux écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à mes intérêts. Et je peux écrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée. Bref, tout ça pour dire que c'est important de situer les tâches évaluatives dans les exigences du référentiel. Au niveau 1, en production écrite, l'exigence est d'être capable de compléter un formulaire, d'écrire une carte postale très, 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 très simple. Au niveau A2, c'est aussi un message simple, etc. Donc, il faut se recaler avec ce que préconise le CECR. Mais c'est aussi important d'harmoniser les exigences au sein d'un même niveau. Quel est le répertoire lexical attendu au niveau B1, par exemple? Sur un critère donné, où je place le curseur dans le niveau. Et là, on est dans cette notion très importante de niveau en cours ou de niveau acquis. Les descripteurs décrivent un niveau acquis, mais après, il y a toujours un continuum. Ce n'est pas non plus, clac, le couperet qui tombe, on a changé de niveau. C'est l'histoire de mon B1 est-il ton B1?
Je peux prendre l'exemple, hein, on est jury dans l'épreuve du DELF B1 production orale. On est deux à évaluer le candidat et on a tous les deux la même grille d'évaluation avec les mêmes critères. Le candidat va du coup faire son exposé. C'est la même performance qui va être évaluée, mais l'interprétation va être décalée selon l'examinateur. Et sur le critère lexique, le vocabulaire utilisé va valoir par exemple 2 sur 3 pour l'un et 3 sur 3 pour l'autre. Que se passe-t-il? Pourquoi? Soit l'interprétation du critère est à préciser, peut-être qu'il y a une erreur de registre qui a été traitée par un des membres du jury dans le critère correction sociolinguistique pour l'un, puis l'autre dans le critère lexique, donc voilà, il faut en parler. Ou soit c'est parce que le CECR est mal maîtrisé dans les exigences, pour se recaler dans les exigences adaptées au niveau, quel répertoire lexical on doit attendre au niveau A2, ou il y a une interprétation de la note différente, donc là on est dans les critères parasites, mon 2 vaut ton 3 parce que je ne mets jamais 20 sur 20. Ça peut être aussi une histoire de grosse fatigue, d'inattention, c'est un critère parasite. J'ai organisé une toute petite activité pour justement vous tester sur ça, sur ce positionnement dans un même niveau, sur un même critère. En prenant l'exemple d'un texte de niveau A2, un petit texte, un court texte de niveau A2. Le niveau A2, j'ai remis sous le titre le descripteur, l'exigence attendue décrite par le CECR. Au niveau A2, je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux écrire une lettre personnelle très simple, par exemple des remerciements. Donc, l'étudiant a composé son petit texte et je vais vous demander de l'évaluer, non pas sur les deux critères, mais seulement sur le critère morphosyntaxe. Le critère morphosyntaxe reprend les exigences du CECR. Je m'appelle Pablo, j'étudiais le français parce que après je vais étudier cuisine ici. J'aime la cuisine de France, c'est très bon et très célèbre. Je veux apprendre bien et après je veux travailler dans un grand restaurant à Paris. J'aime bien Paris, j'adore mais je déteste le métro. L'été, je vais partir en Cuba. Voilà, c'est fini. Alors, sur le critère morphosyntaxe, combien de points vous mettez? Donc, vous avez, sur l'échelle proposée, 0 sur 2,5, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. À vous la main. Vous avez quelques secondes. Bon, je crois que je n'ai même pas besoin tellement de commenter. Les résultats sont parlants. Ce n'est pas facile de se mettre d'accord. Donc, en tout cas, vous voyez, pour la même performance, sur le même critère, pour un niveau donné, eh ben, en fonction de l'évaluateur, ce qu'il a fait au niveau de la morphosyntaxe attendue au niveau A2, pour certains, ça vaut 0,5, pour d'autres, 1, d'autres 1,5, 2, 2,5. L'écart est énorme. Simplement pour vous montrer, encore une fois, que ce n'est pas simple, hein, cette histoire d'évaluation. Alors, on va regarder de plus près maintenant des outils pour cadrer l'évaluation de la production écrite, pour essayer d'objectiver la notation. Les grilles font partie d'outils pour objectiver la notation, mais on voit bien que ce n'est pas forcément suffisant. Et aussi des outils pour motiver la révision du texte. Donc là, dans cette dernière partie, je vais revenir un peu plus précisément sur les grilles d'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut absolument travailler quand on met en place ces grilles, observer quand on met en place des critères d'évaluation pour évaluer la production écrite. On va revenir sur le statut de l'erreur. On va parler des codes de correction et des fiches de remédiation comme outils favorisant la motivation à revoir un texte pour un élève, un étudiant. Alors, quand on élabore des grilles d'évaluation, eh ben, il faut formuler des critères. Les critères d'évaluation, le principe pour toute grille d'évaluation, c'est qu'il y a au moins 2 blocs. Un bloc qui correspond aux compétences
communicatives. On peut les appeler aussi compétences pragmatiques. Et un bloc qui correspond aux compétences linguistiques. Après, les critères, ils vont être à formuler et à détailler selon les exigences du niveau et selon la tâche évaluative, bien sûr. Dans l'absolu, il faut adapter chaque grille. Là, je vous ai remis un peu des choses qui sont très communes à beaucoup de grilles. Les grilles du DELF et du DALF sont vraiment sont très bien faites parce qu'elles sont complètement calibrées sur les exigences du CECR. Et c'est vraiment des bons modèles pour après créer aussi ces grilles dans des évaluations plus formatives. Donc, pour la partie compétences communicatives, le critère incontournable, c'est souvent l'histoire du respect du sujet. Le critère qualité de texte, c'est à formuler autrement, en lien avec la tâche évaluative. Ça peut être la capacité à présenter des faits, capacité à argumenter, voilà. Le critère correction sociolinguistique est important aussi. Et un incontournable, bien sûr, le critère cohérence et cohésion, qui correspond à l'organisation textuelle. Après, en fonction du niveau, ça ne va pas être la même exigence. Et on peut jouer sur la pondération. La deuxième partie à observer, c'est tout ce qui concerne les compétences linguistiques. Donc, la compétence lexicale et la compétence grammaticale. Après, à vous de voir comment vous organisez ces critères. Il faut faire attention à la redondance de certains. On peut dissocier lexique, orthographe, morphosyntaxe, syntaxe, mais en tout cas, orthographe, il faut faire attention. Orthographe lexicale ou orthographe grammaticale. Si vous dissociez morphosyntaxe, et que vous mettez orthographe, c'est forcément après l'orthographe lexicale. Bon, bref, après tout ça, c'est le travail de chaque enseignant. Mais dans tous les cas, il y a ce travail-là à faire sur les grilles d'évaluation. Et après, la pondération. Chaque bloc vaut combien? 50-50? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est à l'enseignant de doser aussi en fonction de ses objectifs. Pour rappel, si vous ne l'avez pas en tête, les grilles évaluatives, par exemple, du DELF B2, la tâche, elle est évaluée sur 25 points et le bloc compétences communicatives est sur 14 points et compétences linguistiques, 11 points. Donc, on n'est pas sur ce rapport 50-50. Alors après, qui dit grille d'évaluation dit, OK, critères à formuler, on l'a vu, barème à établir, toujours à élaborer en fonction de l'objectif d'apprentissage. Mais qui dit barème induit forcément une note, des données chiffrées. On s'était posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on est obligé de mettre une note? Non, bien sûr que non, surtout dans une évaluation, dans cette perspective d'évaluation formative. La notation sur 20 est très française. Et éviter le 20 est aussi une tendance très culturelle. Quel que soit le public, le rapport à l'évaluation de son écrit est délicat. Mais quand on s'inscrit dans un enseignement-apprentissage, c'est nécessaire d'évaluer aussi ses productions écrites. Mais rien n'oblige l'enseignant à évaluer l'apprenant systématiquement avec une note. Et qui plus est, une note sur 20. Il faut multiplier les systèmes. Après, dans des systèmes de notation, il y a le très classique acquis en cours d'acquisition, non acquis. On peut utiliser les lettres A, B, C. On peut utiliser les émoticônes. On peut utiliser de manière tout à fait personnalisée des choses que moi, je peux pratiquer avec certains tests en production écrite. Le commentaire, aille à améliorer, bien, bravo, associé à chaque critère. Bref, et la liste n'est pas exhaustive. Alors, pour terminer mon intervention, il est -5, je voulais vraiment vous montrer de manière très concrète un devoir fait à la maison, une production écrite de niveau A2, où vous allez prendre connaissance, donc c'était lors d'une séquence, écrire une lettre d'amour, et en classe, on avait travaillé un modèle, le lexique des mots tendres, et à partir de cet exemple, voir effectivement quelle grille d'évaluation et puis comment corriger. Et c'est là où je parlerai des codes de correction et de fiches de remédiation. C'est Andy qui m'avait rendu ce travail. Chère Malapine, ne sois pas triste, tu me manques aussi. Je t'aime tout le temps. Tu me manques comme un gros gosse qui aime les gâteaux. Particulièrement, je manque ton sens du toucher. Sans toi, je suis un chameau désert qui a besoin d'une douche. Tout le temps, je mets le t-shirt que tu m'as donné. Je suis désolée que ta tortue est morte.
Je vais venir te consoler. Dis à ta mère que j'ai aimé bien les biscuits lui m'a envoyés. Je me rappelle la première fois de nos rencontres, ton regard m'électrise. Et ne t'inquiète pas, je vais me marier avec toi après j'ai fini avec mes études. Tu ne dois pas faire travaux ménagers. Je peux trouver une personne domestique. Je vais être à côté de toi, faire sourire. Bisous, je t'embrasse, ton Andy. On n'a pas du tout envie de la corriger, en fait. On a envie de la garder comme ça. Mais pour illustrer mon propos sur évaluer en classe et évaluer la production en classe, quel outil? Eh bien, pour la grille d'évaluation, de manière très classique, ça pourrait donner ça, les deux parties. Compétences communicatives, qualité de la lettre, qualité de la langue, pondération classique, note sur 20, 10 points chacun, voilà, avec différents critères formulés pour les compétences communicatives, la présentation soignée, les codes de la lettre amoureuse qu'on avait vu dans la classe, le ton adapté, l'expression personnelle du sentiment amoureux. Pour la qualité de la langue, on va retrouver adapté pour le niveau A2 et les choses faites dans la séquence, lexique, grammaire, syntaxe. On pourrait très bien fabriquer cette grille avec justement des commentaires. On retrouve les mêmes compétences, partie communicative, partie linguistique, les mêmes critères, mais il n'y a pas de notes. Et là, voilà, l'enseignant va cocher, ça correspond un peu à acquis en cours. Mais là, l'apprenant peut se positionner critère par critère. Et si après, j'essaye de voir alors comment je corrige, comment je m'y prends. Est-ce que je souligne les erreurs? Est-ce que je les corrige directement? Vous vous posez tous certainement cette question. Dans la lettre d'Andy, je suis désolée que ta tortue est morte. Ou après, j'ai fini. Je suis désolée que ta tortue est morte. C'est une erreur sur le mode indicatif, mode subjonctif. Mais est-ce que c'est une faute? Dans le référentiel, c'est à partir de B1 qu'on doit gérer cette alternance de mode. Donc ici, ce n'est pas une faute, c'est une erreur. Donc, Andy ne pouvait pas le savoir. Donc là, par exemple, il faudrait lui corriger directement. Et c'est ce qu'on appelle le statut transitoire de l'erreur en classe de FLE. L'erreur, c'est un écart par rapport à un modèle, mais c'est un écart qu'on fait parce qu'on ne connaît pas les règles. La faute, on est coupable de notre erreur parce qu'on connaît la règle, enfin, ou on est supposé la connaître. Et c'est pour ça que ça a un statut transitoire dans l'apprentissage, l'erreur, parce que toute erreur en début de séquence est amenée à devenir une faute en fin de cycle de formation. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on parle plutôt de pédagogie de l'erreur et pas de pédagogie de la faute, parce qu'il y a une connotation péjorative pour progresser. Donc, pour inciter, mais ça, c'est vous le savez tous, pour inciter les élèves à progresser, l'erreur ne doit pas être pénalisée. Ça doit être vu comme une indication des besoins et l'enseignant doit en tirer profit. Évidemment, dans une classe de niveau débutant, on ne va pas se focaliser sur toutes les erreurs de l'apprenant, la prononciation, lexique, grammaire, dès qu'il prend la parole. C'est la même chose à l'écrit. C'est à doser selon le niveau visé et les objectifs, encore une fois, les objectifs d'apprentissage qui sont rattachés à la tâche évaluative. Donc, non, je renvoie à la question de départ, il ne faut pas tout corriger, il faut établir des priorités. Et plutôt que corriger, l'enseignant est invité à remédier aux erreurs. Remédier, c'est soigner. Pourquoi l'étudiant refait toujours les mêmes fautes? S'il refait les mêmes fautes, c'est qu'il n'a pas conscience de les produire. Alors, quelle stratégie faut-il mettre en œuvre pour aider l'apprenant à prendre conscience de ses erreurs dans le but qu'il ne les commette plus? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a un principe pédagogique. C'est motiver la révision de texte. Alors, comment on motive la révision du texte? En mettant en place des codes de correction. Je vais vous montrer un exemple dans quelques secondes. En mettant en place des modalités de correction collective, en donnant des outils d'auto-évaluation, de co-évaluation, en incitant à la réécriture. Je ne vais évidemment pas avoir le temps de tout développer, mais tout ça, c'est des choses qui sont très importantes aussi pour dynamiser la correction, mais surtout motiver la révision du texte. Les codes de correction, pour donner un exemple, évidemment, c'est à baliser avec un code plus ou moins élaboré selon le niveau. Pour corriger la copie d'Andy,
on était sur un niveau A1, A2, j'avais utilisé seulement 4 codes de correction. Mais pour un niveau B1, B2, je pourrais très bien déployer ces codes de correction de manière beaucoup plus élaborée. Je passe un petit peu vite, je suis désolée, mais c'est l'heure. Je vais me faire taper sur les doigts peut-être. J'ai pas de message de Séverine ou ma vie qui me dit « C'est fini, Gaëlle, c'est fini ». Je finis, il me reste 2 diapos. Et pour vous montrer un exemple, voilà, ça donne ça avec les codes, si jamais vous aviez besoin d'un petit aperçu visuel. Pas vraiment le temps de le commenter. Et dernière chose à vous partager, qui permet vraiment de motiver la révision du texte, c'est ce que j'appelle une fiche de remédiation. C'est pour mettre en place, c'est un outil assez génial pour mettre en place vraiment des modalités de correction collective. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fiche de remédiation? Si vous voulez, c'est une sorte de best-of des erreurs de classe et qui sont anonymes et classées en 3 parties. Erreurs de grammaire, problème de vocabulaire et améliorer le style. C'est un travail exigeant pour l'enseignant. Il doit y avoir une vigilance pour dissocier les types d'erreurs. Quand vous prenez dans les copies des erreurs de grammaire, il faut vraiment juste qu'il y ait des erreurs de grammaire. Idem pour vocabulaire. Il faut sélectionner des erreurs différentes et complémentaires pour le groupe classe. Il faut aussi panacher les phrases erronées pour que les apprenants s'amusent à retrouver leur création. Mais après, c'est vraiment un grand bénéfice pour l'évaluation formative. Premièrement, ça permet de travailler sur les fautes du groupe classe et pour l'enseignant de réguler son enseignement en révisant ce qui doit être acquis. Deuxièmement, ça permet vraiment de mettre en route dans un deuxième temps la correction individuelle. L'étudiant, on ne lui a pas encore rendu sa copie individuelle. Il a cette fiche de remédiation collective. Ils sont en groupe pour tous essayer de trouver corriger les fautes dans les différentes rubriques. Et l'étudiant, quand il va retrouver sa copie, il va être encouragé à la corriger parce qu'il y a certaines réponses qui auront été apportées avec cette fiche de remédiation. Et puis, troisième vertu, c'est que ça permet de dédramatiser les erreurs. La correction collective, ces modalités-là permettent vraiment de dédramatiser les erreurs. J'arrive à la fin. Alors, oui, je vais passer un petit peu vite. Il y avait une petite bibliographie, cytographie, si vous aviez envie d'aller plus loin. Et puis, la dernière diapositive. Voilà, merci de votre écoute. Désolée d'avoir mangé un petit peu le temps. Non, mais c'était tout à fait, c'était pas du tout un problème. Je voulais te demander, Gaëlle, tu n'as pas parlé des applaudissements comme évaluation, parce que je crois que là, on serait tous d'accord et tu recevrais un tonnerre d'applaudissements des plus de 400 personnes que tu as tenues en haleine pendant 1 heure. Donc, merci beaucoup, bravo à toi. On a eu plusieurs questions, mais voilà, le temps malheureusement est trop court. Et puis, je pense que c'est les débuts d'une discussion très intéressante autour de l'évaluation. On aura de toute façon l'occasion, je vous reviendrai après, de vous proposer donc, des ateliers virtuels FLE dans le cadre de ce parcours évaluation proposé par les éditions Maison des Langues. Donc, juste 2 petites choses, parce qu'il y a beaucoup en fait, de questions. Les participants s'étaient un petit peu avancés. Finalement, tu y as répondu au fur et à mesure entre différence entre erreur et faute. Enfin, plusieurs questions qui nous sont parvenues sur ces points finalement que tu as déjà abordés, auxquels tu as déjà répondu. Donc, un point, on a eu plusieurs demandes identiques, justement en revenant sur l'exemple de la production de Pablo. Finalement, pour le critère en morphosyntaxe, donc, quelle aurait été, toi, la note que tu aurais donnée personnellement? Alors, je ne l'avais pas évalué, moi. Je l'ai donné en pâture juste pour illustrer le fait que c'était extrêmement difficile d'avoir un consensus. Et que, en fait, notamment, en fait, ce que ça raconte, c'est qu'il y a vraiment une nécessité, quand il y a des enjeux certificatifs, d'être à plusieurs évaluateurs pour justement harmoniser la correction. D'accord. Donc, tu n'aurais pas donné une note, tu pensais à un… Voilà, il faudrait que je retrouve du coup. Là, j'ai plus, je vous avoue, là, j'ai plus, mais je suis perdue dans mes papiers. D'accord. Je suis perdue dans mes papiers. Combien j'aurais mis, moi? Je peux vous répondre, mais… Ça a peut-être été la majorité des consensus entre les participants, le vote des participants. Je crois qu'on était autour de 1 ou 1,5.
Pour moi, en tout cas, voilà, en dessous de 1,5, c'était quand même très, très, très sévère par rapport aux exigences du CECR, et 2,5 peut-être un petit peu trop bienveillant. Voilà. Donc, disons que 1,5, 2. D'accord, parfait. Ben, je pense que les participants vont être contents de cette réponse. Juste une autre question. Quelle est, de Ouda Aban, quelle est la valeur ajoutée d'une évaluation par les pairs? Alors, après, pareil, il y a différentes modalités, hein. L'évaluation par les pairs, ça pourrait être une intervention d'1 heure, hein, juste pour aussi parler de cette modalité-là. Là, moi, je sais que l'exemple que j'ai donné avec, par exemple, cette modalité de correction collective, on est déjà dans une forme de co-évaluation, puisqu'ils se retrouvent en groupe, ensemble, entre pairs, du coup, à aussi essayer d'évaluer, de donner une valeur à voilà, certaines productions. Après, si, je ne sais pas moi, si on peut mettre en place, par exemple, une activité en classe et avant que l'enseignant, lui, juge la valeur de ce qui est donné, d'abord, il le confie à l'étudiant voisin. Ils se regroupent en deux. Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée? Pour moi, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça permet de dédramatiser les erreurs. Ça permet vraiment d'être dans un aussi premier jalon. Ça peut aider. Il n'y a rien de miraculeux, hein, mais ça peut aider aussi certains apprenants à prendre conscience de ces erreurs. Si c'est l'enseignant, si c'est inscrit dans une verticalité, peut-être qu'il va résister dans cette prise de conscience de son erreur. Si c'est un camarade, ça va être formulé autrement, ça va partir d'un autre endroit, peut-être qu'il va être plus réceptif. Dans tous les cas, pour l'enseignant évaluateur, c'est vraiment mettre en place différentes modalités d'évaluation. Parfait. Écoute, merci Gaëlle. Donc, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les cours d'été au QF, donc il faut consulter voilà, j'ai la mis web. sur la diapo, effectivement, ne pas hésiter à aller faire un petit tour là sur le site du QF, univgrenoblealpes.fr. Voilà. Vous traitez différents thèmes liés à la didactique du FLE, que ce soit évaluation, peut-être approche lexicale, je ne sais pas, tu as des thématiques. Et puis, on a une université d'été qui est encore ouverte aux inscriptions. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter non plus à aller faire un petit tour. On sera ravis d'accueillir les enseignants de différents pays du monde. Là, j'ai vu tout à l'heure, là, en regardant, qu'il y avait vraiment plein de pays connectés. C'était super de voir ça. Ouais. C'est le beau côté de pouvoir faire des formations en ligne. Et voilà. Et au QF, vous avez aussi la possibilité de vous accueillir des professeurs de nombreux pays aussi, non? Donc, ce côté international, échange depuis différentes réalités. Mais finalement, on se voit que quel que soit le pays où on enseigne, finalement, il y a des préoccupations communes. Donc, c'est ça qui aussi est intéressant d'échanger par rapport à ces différents contextes et voir quelles solutions on trouve face à des problématiques qui, finalement, on partage, quel que soit l'endroit, l'institution où on enseigne. Parfait. Écoutez, allez sur le site du QF. Concernant les éditions Maison des Langues, donc, on aura une session spécifique sous format atelier virtuel FLE, donc au mois de septembre, justement sur comment préparer les candidats aux épreuves du DELF et du DALF, outils et conseils. Et dans cette même perspective d'en savoir plus sur l'évaluation, on aura notamment un atelier virtuel FLE animé par Fanny Pia qui va entre autres parler de la coévaluation, puisque son atelier virtuel s'intitule « Impliquer nos apprenants de FLE dans l'auto-évaluation et la co-évaluation ». Pourquoi, comment? Donc ça, ce sera au mois d'octobre. Donc voilà, juste pour vous signaler à nouveau ce qui vous attend après cette session. Donc, consultez vos emails puisque vous allez recevoir donc, votre certificat d'inscription, un petit questionnaire de satisfaction et on vous indiquera aussi lorsque l'enregistrement de cette session sera disponible sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à suivre nos actualités. On espère vous retrouver lors d'autres rendez-vous de formation en ligne ou en présentiel. Merci encore, Gaëlle. Et je crois que voilà, tu as permis de revoir
plusieurs aspects liés à la théorie de l'évaluation et ensuite, grâce à ces exemples pratiques, justement, aller au cœur du travail de l'enseignant et le confronter à ces difficultés. Je pense que voilà, ça permet aussi de savoir que oui, l'évaluation, c'est compliqué, c'est complexe, mais que voilà, grâce à tes conseils, on peut améliorer notre travail et notre façon d'évaluer et trouver d'autres façons d'évaluer tout ça. Donc, c'était vraiment très, très enrichissant. Eh ben, merci beaucoup et tant mieux si voilà, ça a pu apporter quelques éclairages et quelques conseils. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt et on se quitte en musique. Voilà, bonne journée ou bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir Gaëlle, à bientôt.